est une musique avant de faire ressortir en quoi il n'est pas la plus belle musique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le jury, Monsieur les bâtonniers, chers confrères, distingués invités. D'après le dictionnaire Petit Larousse, le silence vient du latin silentium. Il est non seulement l'absence de bruit, mais également le fait de se taire. Le silence n'est pas inconnu de la musique. Il se présente comme une interdiction plus ou moins longue du son. Le silence peut être intérieur ou extérieur à l'homme. Il lui est extérieur lorsqu'il s'identifie au calme d'une belle nuit étoilée. Lorsqu'il est intérieur, il procède de l'homme et peut-être réflexion, éloquence ou mutisme. Selon le même dictionnaire, la musique vient du latin musica, qui est l'art de combiner les sons. Elle se définit aussi comme l'ensemble des productions de cet art. C'est une suite de sons produisant une impression harmonieuse. Puisque nous en parlons, pourquoi ne définirions-nous pas le son? Du latin sonus, le son est une sensation auditive engendrée par le monde acoustique. Qui dit musique, dit son. Mais qui dit son ne dit pas nécessairement musique, car le son peut être strident et totalement désagréable à l'oreille. Ce qui est certain, c'est qu'il est le véhicule de la musique. De ce qui précède, il ressort que l'on ne saurait logiquement concevoir de la musique sans son. L'absence de son équivaudrait logiquement à une absence de musique. Or, le silence se trouve être une absence de son. La conclusion serait alors que le silence devrait être une absence de musique, car silence et musique sont deux notions sémantiquement opposées. Il y a bien de l'oxymore dans l'air, cette figure de style qui vise à rapprocher de termes que leur sens devrait éloigner dans une formule en apparence contradictoire. Silence et musique. L'oxymore unit ce que la réalité logique pose. Mais alors, comment le silence peut-il être considéré comme une musique? Miles Davis, superstar du jazz américain, affirmait pour sa part que la véritable musique est le silence et toutes les notes ne sont qu'encadrées du silence. Monsieur les bâtonniers, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, mes chers confrères, distingués invités, le silence est le berceau de la musique. Il est l'espace qui la prépare. Il est musique parce qu'il est l'inspiration profonde d'une œuvre musicale qui attend de prendre corps dans la voix. Le silence est créature de la musique. Elle y plonge ses racines et prend son envol. Daniel Barenboim, pianiste et chef d'orchestre israélien, établissait le lien entre le silence et la musique. En ces termes, la relation entre la vie et la mort est la même que celle qui existe entre le silence et la musique. Le silence précède la musique et lui succède. La musique n'est donc du silence. Et mais trop de silence peut tuer la musique.
les quindoles. Elle perd tout son rythme. Elle devient inaudible à l'oreille, à l'exemple de l'œuvre limite de John Cage, dénommée 4 minutes 33 secondes. Et pourtant, je demeure convaincue que le silence n'est pas la plus belle. Comment ne pas se convaincre que le silence est négatif? Il est vide. Certes, comme la musique, il est expression. Cependant, dans la communication, il signifie rupture. Le silence est donc une négation de l'expression, une incapacité ou une impossibilité à s'exprimer. C'est une fermeture au monde extérieur. Il reflète le refus de s'intégrer, de communier avec l'entourage. La musique du silence est acquiescement à l'insupportable. Elle implique de se voiler le visage devant une injustice, refuser de réagir. Le silence peut s'interpréter comme une fuite. Il est à la fois censure et nuisance. Censure, parce qu'il empêche les pensées de l'homme de prendre vie à travers la voix. Nuisance, car le fait de garder le silence, là où on aurait dû faire preuve de courage, vous rend complice. Ne dit-on pas qui ne dit mot consent? Devant l'oppression, le silence est lâcheté. Il entraîne soumission et frustration. Il est le refus de se battre, de défendre ses idéaux. Combien de silences ne sont que renoncements? Opposer le silence à l'oppression augmente l'arrogance et le mépris de l'oppression. Rosa Parks a dénoncé ce silence en refusant de céder sa place dans un autobus à un homme blanc. Elle ne se doutait pas que par cet acte, elle deviendrait l'icône des droits civiques aux États-Unis, la mère du mouvement qui a abouti à l'abolition de la loi raciale. La musique du silence est une prison de l'âme torturée par les douloureux souvenirs qu'elle ne peut partager. Le silence ressemble alors à des cris retenus au plus profond de soi, à des murmures étouffés, à de l'enfermement sur soi. Il est impuissant à dire, expression d'un traumatisme. C'est un silence qui ronge, un silence qui détruit, qui tue. Bien des femmes humiliées par le viol ne se sont-elles pas retrouvées dans ce cas de figure? Pourtant, certaines ont osé briser le silence pour une guérison personnelle et familiale. Il y a eu assez de souffrance dans notre passé. Pourquoi ne pas briser le silence pour que cesse la violence? Martin Luther King, un des plus grands orateurs et hommes politiques que l'Amérique ait connu, disait « Nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux au sujet des choses qui importent. » C'est dans ces termes qu'il a fait comprendre aux femmes et aux hommes de couleur que la liberté a besoin du silence pour mourir. Silence auquel il ne s'est pas soumis. Ses nombreuses actions, ses nombreux discours dont le plus connu, I had a dream. J'ai fait un rêve, ont donné naissance à une société américaine multiraciale, prônant l'égalité pour tous, sans distinction de couleur ou de race.
une société où l'homme de couleur pouvait briguer et gagner les sièges présidentiels. Nous en avons fait l'expérience aujourd'hui avec le président Barack Hussein Obama. Le son de la lâcheté, le cri intérieur de l'âme torturée, le dernier souffle de la liberté étouffée, sont-ils réellement de belles musiques, si pas les plus belles? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, mes chers confrères, distingués invités, le silence aurait-il pu par lui-même vous convaincre qu'il n'est pas la plus belle musique? Il lui fallait une fois, je lui ai prêté la mienne. Rauque ou douce, vous la jugerez par vous-même. À présent, le moment est venu que je la lui retire et que vous, dans le silence de la salle de délibération, vous décidiez si je vous ai convaincu que le silence n'est pas la plus belle musique. Je vous remercie. D'avocat, se tient Maître Kambalé. Bien qu'on m'appelle Alligator. En hommage à celui qu'en France on appelle Acquitator, qui est cité hérite du pont des mauvais. Le silence est-il la plus belle musique? À cette question s'impose une autre, à mon esprit. Que deviendraient les morts sans parole? Nous sommes là pour quelle confession qui se pose avec beaucoup d'acuité. Le silence et ces mots à cet concept. Je dirais ces mots à cette lettre. Derrière ce mot silence, les bourreaux maltraitent avec cruauté l'air victime. Les femmes sont violées à la machette, les petites filles sont violentées au couteau. Derrière ce mot silence, les dictatures les plus féroces misèrent les rêves, embastillent leurs opposants. Derrière ce mot silence, il y a des juges uniques qui construisent des forteresses de justice. Derrière ce mot silence, les cimetières ne font que s'enrichir des œuvres scientifiques, littéraires, artistiques inédites. Et du jour au jour, la société ne fait que répéter cette fracture axiologique tant de nous sépare Samir Anou, économiste et sociologue égyptien, dans sa théorie du centre de la périphérie. Où d'un côté, nous retrouvons une mince bourgeoisie qui vit dans une richesse qui nous inspire, qui roule la bosse, mange caviar et sirope champagne. Et de l'autre, nous avons une populace qui croupit dans la misère à visage somalien. Faut-il garder silence devant cette impasse? La réponse est non. La deuxième est non. Et la troisième est non. Chère assemblée d'avocats, d'hommes et femmes qui avaient prêté solennellement serment d'assister et de défendre avec dignité, avec humanité, avec conscience. Mais où sont partis ces valeurs éthiques? Où sont partis
ces devoirs déontologiques? Sommes-nous devenus de la République des inconscients, décriée par les philosophes congolais Mbaya et Kamana? Sommes-nous devenus de l'État bébé, tant décrié par les sociologues congolais Émile Mouguiri? Alors, comme nous avons la chance d'avoir dans cet auditoire les confrères qui viennent de la France, sommes-nous devenus partisans de la barbarie à visage humain, tant décriée par Bernard-Henri Lévy? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons un cas débat. En premier lieu, nous allons analyser les implications mystico, théologico, philosophico, juridiques du silence coupable et de l'avocat. Faire un droit pénal post-mortel. En deuxième lieu, nous allons vous démontrer qu'il y a une existence de base juridique et philosophique du droit au silence, afin de contribuer à l'élaboration d'une théorie du droit à la parole. Et enfin, nous allons vous démontrer quelle est l'utilité de la parole et quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Car la parole est précieuse. Parlons des implications mystico, philosophico, théologico, et vous pouvez ajouter juridique du silence coupable de l'avocat. Rabelais ne disait-il pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme dans Pantagruel? Et Théodore Drésier a lui d'opiner la conscience, elle n'empêche jamais à commettre une faute ou un péché, mais elle vous empêche du moins à commettre cela en paix. J'avais besoin de votre défense. J'avais besoin de votre assistance. Vous ne me l'avez pas accordé. Cette phrase suffira pour que vous vous retrouviez, vous, avocat, dans la GN, c'est paix éternelle. Car dans votre chair sera cristallisé l'unique élément constitutif d'infraction, d'indifférence et de vie sans compassion, le silence coupable. Blaise Pascal ne disait-il pas que le silence est la plus grande persécution et les saints ne se sont jamais tus? Car l'avocat est la voix de son voix. La bouche, c'est ceux qui n'ont pas de bouche. Et la personne, des personnes qui n'ont personne. Et vous, qu'en dites? Les changements de cap, c'est maintenant. Pas de maintenant, presque explosif, du président français François Hollande. Mais les yes week-end de Barack Obama, c'est qui nous aide la vie. Oui, c'est possible. C'est possible d'apprêter et de prêter votre parole à ces bouches qui n'ont pas de bouche et à ces voix qui n'ont pas de voix. Qui veut alors, la question vous est adressée, qui veut alors honorablement me laisser combattre avec moi? Je suis estomaqué dans mon estomac. Éreinté dans mes reins, pancréasé dans mon pancréas. Je dirais même confessé. Je ne dirais pas ça, mais dans mon Facebook. Votre silence est coupable.
Non, votre silence est coupable. L'opprimé espère, grands esprits, qui avec la ténacité et de l'audace, que vous puissiez l'assister et le défendre. Ici et maintenant, il faut agir. Car le temps est grave, je dirais même gravissime. Je vais vous démontrer maintenant l'inexistence du droit au silence vers une contribution par la parole. La Déclaration universelle des droits de l'homme, ce texte déclaratoire, mais qui a acquis une force juridique, car devenant la coutume internationale, ne dispose-t-elle pas que l'homme a le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, dans un temps, sur un temps pénaliste, ne vous dit-il pas que nul ne peut être privé de sa liberté d'expression? La Charte africaine des droits de l'homme, nous sommes en Afrique. Le 27 juin 1981, alors que l'Afrique était bourrée de dictateurs, n'a-t-elle pas affirmé le droit à la parole? Et enfin, je vais terminer par le Congo, la Constitution du 18 février 2006, que le professeur Galou appelle la norme fondatrice et fondamentale. Ne dispose-t-elle pas à son article 23 la liberté d'expression et d'opinion? Voilà des textes qui démontrent qu'il y a une existence du droit au silence, mais au contraire, il y a existence du droit à la parole. Enfin, pour citer, quelle est l'utilité de la parole? Un philosophe ne disait-il pas que la vérité est une chose sérieuse, précieuse, qu'il faut la tenir avec des mains propres? Et à moi d'ajouter, cette vérité doit être dite avec une langue saine, qui est nourrie, cultivée. La parole nous aide à la transmission des idées, à dire, à interdire et à contredire. Comment connaître l'idée de l'autre sans la parole? Je dirais que le silence n'est pas l'absence de la parole, mais pour nous, le silence, c'est l'occupation du champ communicationnel par des esprits impurs, un roi humain. Et nous, on ne doit pas le laisser occuper cet espace communicationnel par ces esprits. Enfin, je vais terminer par une pensée d'Isocrate, ce philosophe grec, qui vous dit qu'il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Et il nous conseille de prendre la parole dans des circonstances. Et là, je partage pratiquement le point de vue des orateurs de ce soir ou de l'après-midi qui ont dit il faut les devoirs des compétences. Isocrate vous dit qu'il faut prendre la parole lorsque vous avez la maîtrise de ce que vous voulez dire. Et en deuxième lieu, vous prenez la parole lorsque c'est utile. En conclusion, le droit à la parole est une liberté d'esprit qui ne peut être accordée qu'à des grands esprits. C'est vrai, vous allez vous attendre à trois choses.
lorsque vous vous retrouvez dans une société qui n'est pas démocratique ou en voie de démocratie. La première chose, c'est quoi? C'est laquelle? C'est l'exil. Vous fuyez. De Gaulle l'a fait. La troisième chose, la troisième avant la deuxième, ou la deuxième après la troisième, c'est pratiquement dans la cotation normale. La deuxième chose, je dirais, attendez-vous à la prison. Mandela l'a fait pendant 27 ans, et Kibam pendant 30 ans. Et enfin, la dernière chose, c'est la mort. J'étais à la Syrie, et les autres, les subissent encore. Dois-je rester encore en silence? La question que vous est posée, je vous remercie. Avocat du barreau de Kinshasa Goumbé et spécialiste en question de ruines humanitaires. Ma thèse est affirmative. Affirmative, l'homme est-il un Dieu en paix? Voici une question d'une importance cruciale qui concerne chacun d'entre nous et révèle un aspect d'actualité, mérite d'être suivi avec une attention particulière. D'entrée de jeu, il faut faire une nette démarcation entre Dieu le Créateur et l'homme. Mais l'homme, certes avec ses inventions, elles sont à son service, mais lui causent plus de tort. L'homme est-il un Dieu en ruine? Je retiens 3 points essentiels. Primo, je parle de la compréhension des concepts. Secondo, je veux parler de l'homme comme Dieu en miniature. Tertio, je veux parler de l'homme comme des ruines. In fine, va intervenir notre idée maîtresse. Loin de mon esprit les prétentions de pouvoir porter un jugement tangible sur l'homme, du fait de sa déification et sa situation dans l'espace, je voudrais ici insinuer que la déliquescence vers laquelle tend l'humanité tire sa trame du feu de l'or. Mais que faut-il entendre de ces 3 concepts? L'homme, Dieu, oui. Point n'est besoin de pouvoir donner toutes les définitions relatives à ces concepts, mais ici, il convient de les attendre de manière à permettre l'appréhension du sujet et comprendre la contexture dans laquelle ils sont utilisés. Vous conviendrez donc avec moi, Monsieur le Président, l'homme, c'est un être humain physique doté d'intelligence. Dieu, c'est un être suprême, parfait, bonté, amour. La ruine n'est rien d'autre que la déliquescence, les délabrements, la destruction. L'homme est-il un Dieu en ruine? J'attends aborder cette question sous l'angle environnemental, au motif que l'homme passe tous les moments de sa vie dans un environnement. Mais l'homme est en question, Monsieur le Président. N'est-ce pas vous et moi, noir, blanc, chaud, rouge, doté d'une intelligence, d'une capacité de pouvoir distinguer les bien du mal, la possibilité de pouvoir choisir entre plusieurs et assumer les conséquences qui découlent de son choix. Oui, Monsieur le Président, l'homme est un Dieu en miniature.
Je ne permettrai pas ici de vous parler de la théologie, que cette science qui touche au divin et à la religion, encore moins de l'émanation primaire de l'homme, selon cette science qu'est la biologie. Mais pour asseoir ma réflexion, je rappelle donc que l'homme est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Mais d'aucuns se diront, ce n'est pas pour autant qu'il soit Dieu. Nous ignorons s'il faut considérer cette vérité de la Bible, qu'il est établi que toute créature soit soumise à l'autorité de l'homme. Si j'étais pasteur, Monsieur le Président, je demanderais à mes fidèles d'ouvrir les Bibles et lire le psaume chapitre 8, verset 5. C'est psaume chapitre 8, verset 5 à 7. Comprenez que je suis avocat, je ne suis pas pasteur. Où le psalmiste s'écrit et dit: qui est donc l'homme pour que tu penses à lui? Un être humain pour que tu t'en soucies? Tu en as fait presque un Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Monsieur le Président. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Monsieur le Président. Mais recteur, direz-vous, mais que dire des athées qui ne croient pas en Dieu? J'y ai pensé. Mais pour les athées, il n'est pas moins vrai que l'homme est un Dieu, car ils admettent que Dieu n'existe pas. Et donc, Dieu pour l'homme, c'est l'homme lui-même. Ce n'est pas moi cette pensée, Monsieur le Président. J'ai la gloire à Socrate. Oui, Monsieur le Président, l'homme, c'est un Dieu en miniature, avec une prépondérance négative. Il a reçu le pouvoir de donner la vie par la procréation. Autant il a la latitude de mettre fin à la vie d'autrui par des procédés illégaux. Meurtre, assassinat, avortement. Avortement, Monsieur le Président. Ces procédés cruels de mettre fin à la vie d'un innocent, fruit d'une jouissance éphémère et incontrôlée parfois, Monsieur le Président. Oui, l'homme est un Dieu en ruine. L'homme, pomme de ruine, Monsieur le Président. Il faudrait avouer ici, Monsieur le Président, depuis l'existence de l'homme sur Terre, il a réalisé des merveilles. Il a inventé la science, la technologie, l'industrie, qui d'ailleurs, Monsieur le Président, a fait évoluer le monde. Mais voici une exception des fonds. Ces inventions sont entachées d'une imperfection, Monsieur le Président. Et ces imperfections amènent l'humanité à la ruine. Oui, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que nous vivons une période de changement climatique liée à l'empreinte de l'homme sur l'environnement, Monsieur le Président. Tenez, la désertification de certaines régions occasionnée par la déforestation, la pollution des eaux et des sols en raison des engrais et des rejets toxiques, Monsieur le Président. La pollution de l'air par des gaz toxiques du fait de l'homme. Oui, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous parlons de la destruction de la couche d'ozone. Cette couche chimique qui se situe dans la stratosphère, qui nous sert d'un filtre, qui dilue les rayons ultraviolets du soleil, qui sont très nocifs pour l'humanité, Monsieur le Président. Cette couche est en train d'être détruite par l'effet de l'homme. Monsieur le Président, l'homme ne réalise pas un seul instant que lorsque cette couche va se détruire, il ne sera pas épargné. Heureusement pour moi, qui suis le fils de l'homme, je serai la droite du Père. Oui, Monsieur le Président, l'homme a inventé la technologie. Mais écoutez, réalisez-vous un seul instant les désastres humanitaires qui causent cette technologie. Allez-y, Monsieur le Président.
de Tchernobyl en Ukraine en 1986. Ceci a causé un désastre hors précédent, a ravagé la race humaine, a détruit l'humanité, Monsieur le Président. Mais qui sont ceux-là qui meurent? N'est-ce pas nos frères? N'est-ce pas nos sœurs? Monsieur le Président, l'homme doit répondre de sa responsabilité. J'ai un auteur allemand qui dit: la capacité de choisir rend responsable les actes des hommes, Monsieur le Président. Il vous souviendra qu'il s'est tenu, Monsieur le Président, au Danemark, à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009, une grande conférence qui a réuni des pays industrialisés pour mettre sur pied des principes visant à juguler ce phénomène des changements climatiques. Mais il faut avouer, Monsieur le Président, Monsieur le Président, que cette conférence s'est vouée à l'échec. Parce que l'homme vise son intérêt, il a refusé de réduire sa production. Oui, Monsieur le Président, l'homme est un Dieu en vie. L'homme est un Dieu en vie, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas ici citer les désastres humanitaires qui s'est produit au Japon, avec la centrale thermique de Fukushima Daiichi et Fukushima Daini, Monsieur le Président, en 2011. Évaluer les bilans. Hoc est mihi. Oui, Monsieur le Président, l'homme est un Dieu en vie. L'homme est un Dieu en vie, Monsieur le Président. Il tient à son intérêt, il tient à satisfaire ses besoins égoïstes. Aujourd'hui, nous parlons, Monsieur le Président, de la croissance économique. Mais qui dit croissance dit plus la consommation de l'énergie. Plus nous consommons l'énergie, plus nous polluons la nature. Oui, Monsieur le Président, on ne se demande pas un seul instant l'énergie qui alimente nos automobiles. D'où vient cette énergie? D'où viennent ces énergies, Monsieur le Président? On s'en fiche, quand bien même elles viendraient des énergies nucléaires ou thermiques, l'on s'en fout, pourvu qu'il réalise son intérêt. Oui, Monsieur le Président, l'homme est un Dieu à la vie. L'homme est un Dieu à la vie, Monsieur le Président, parce que cette humanité qu'il a reçue de Dieu le Créateur, il n'a pas su la gérer. Heureusement que ce jury sera là un jour pour demander alors qu'a-t-il fait de l'humanité qu'il a reçue de Dieu le Créateur. Nous vivons tous sur cette terre des hommes, Monsieur le Président. Nous voyons combien la médiocrité prend place de la méritocratie. Combien des antivaleurs priment sur les valeurs. C'est la lecture par l'effet de l'ordre. Oui, Monsieur le Président, je veux finir en disant l'homme a réalisé beaucoup de merveilles depuis son apparition sur terre des hommes. Mais ces merveilles ont amené l'humanité en ruine. De ces faits, Monsieur le Président, l'homme doit répondre de ses actes. L'homme est un Dieu en ruine. Je vous remercie. C'est avec allégresse que j'ai tenté de répondre de votre interviewage des avocats à la question de savoir si l'homme est un Dieu en ruine. Naturellement, je serai clair et précis dans mon propos pour me conformer aux exigences des écoles néo-antiques de Cicéron au Moyen-Âge qui préconisaient la clarté et la précision dans l'art de parler et d'écrire. En liminaire, ici il est noté que s'agissant d'une question liée à la philosophie, ou mieux à la métaphysique, et donc à la religion, il ne s'agira pas de l'aborder sous cette approche-là. Non. C'est une approche qui pourrait me verser dans un débat où s'affrontent le monothéiste et le polythéiste. En effet, pour rappel, selon les monothéistes, il existe un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu qui comprend tout,
Tout est devant lui. Tout est autour de lui. Il est au-dessus de tout, en tout, à travers tout et autour de tout. C'est le Dieu pour toujours et à jamais. Tandis que les polythéistes soutiennent qu'il existe plusieurs dieux. La trame générale de ma réflexion sera axée essentiellement sur nos réalités que tous les communs des mortels vivent nuit et jour dans le monde où on enregistre ces variétés de faits. Dans les coins et recoins du monde, les populations périssent de plusieurs malheurs. La malaria, les tsunamis, les guerres, les éruptions volcaniques, les terrorismes, le séisme, sans oublier la famille, d'une part. D'autre part, le citoyen du monde s'ingénie dans la légalité ou dans l'illégalité à se prendre en charge en faisant sortir le sueur de leur front. Ils cultivent le champ, ils font les commerces, ils se livrent à la contrebande, ils se font hégémoniques dans les territoires étrangers. Ils volent, ils tuent, ils escroquent, ils vendent de l'eau, du cirage et des vernis. Face à toutes ces réalités, les questions qui font surface pour le moment sont celles de savoir: est-ce que ces efforts de l'homme ne poursuivent-ils pas un but? Et puisque l'homme est la seule créature raisonnable, peut-il prétendre être un Dieu? À la négative, ne peut-il pas prétendre être porteur de quelques réalités, dans certaines circonstances, dans sa conscience et dans ses actes? Et cette portion divine de l'homme détruit ou construit-elle l'univers? C'est ça la problématique. Sans ambages concluant, je procéderai en deux étapes. D'abord, je soulignerai que l'homme n'est pas un Dieu. Il est néanmoins porteur de quelques réalités divines, logées dans sa conscience et manifestées par ses actes. Et cela dans certaines circonstances, bien évidemment. Et dans la seconde, en me référant à l'étape précédente, j'ai démontré que l'homme n'est pas un Dieu en ruine. D'abord, l'homme n'est pas un Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure que je ne m'engagerai pas dans le débat de monothéisme et de polythéisme. Mais ce qu'il faut rappeler est que d'un côté, les monothéistes considèrent que leur Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. De l'autre côté, les polythéistes soutiennent que ceux qu'eux considèrent comme Dieu sont également omniprésents dans certains espaces déterminés, omniscients en rapport à leurs attentes et omnipotents concernant leurs éventuels limites. Donc, un Dieu est censé être présent continuellement en tout lieu, il est censé tout savoir et avoir la toute-puissance. Or, tous ici présents, nous savons tous que l'homme n'est pas présent continuellement en tout lieu. En plus du fait que chacun de nous a des pieds pour se déplacer, tous les moyens de transport, privés ou publics, qui nous entourent, l'avion, le bateau, la pirogue, la motocyclette, la bicyclette, constituent de preuves éloquentes de la non-omniprésence de l'homme. Chaque fois, l'homme est prêt à bouger, à se déplacer pour ses différents besoins. Ainsi, un habitant de la commune de Malo, qui compte après ici, au marché central de Kinshasa, et il n'est pas véhiculé, il ne va pas hésiter de s'embarquer dans un essai, bien qu'il sache qu'il s'agit là de l'esprit des morts. Outre tout le mouvement visible de l'homme, nous n'ignorons pas qu'il est pathétique de nous souvenir de pères et mères
et nos frères et sœurs, nos proches, nos amis et confrères, qui étaient avec nous, mais dont le présence physique ont été ravis par l'inévitable et qui nous précèdent actuellement dans le monde de l'au-delà. Hélas, l'homme n'est pas en présence, puisque tous nous sommes nos passagers sur cette terre. Mesdames et messieurs, puisque l'homme n'est pas omniprésent, il va de soi qu'il ne puisse pas tout savoir. En parlant du savoir, nous faisons allusion généralement à l'homme face à ce qui l'environne, face à la nature. Sans le savoir, l'homme ne saura pas survivre. D'ailleurs, les sociologues Émile Bongeli nous dit clairement sur ce sujet en ces termes précis. En effet, de tous les êtres animés vivant sur la terre, l'espèce humaine est restée la plus fragile. Contrairement à d'autres animaux qui portent en eux tout ce qu'il leur faut en fait d'organes et d'instincts pour survivre, se nourrir, se protéger contre les intempéries, se défendre, se reproduire. L'homme doit se servir de l'intermédiation instrumentale pour vivre au sein d'une nature qui lui est restée trop longtemps hostile. Fin de citation. Malheureusement, l'homme n'a pas accès à toutes les sphères du savoir. J'en veux pour preuve le simple fait que nous constatons tous qu'aujourd'hui, l'homme a fabriqué des médicaments qui guérissent plusieurs maladies. Mais il n'a pas, jusqu'aujourd'hui, sauf pour les antirétroviraux qui jouent le rôle de sédatif légalement, trouvé un médicament pour guérir la maladie du siècle. Vous voulez que je dise le sida? Et puisque l'homme ne sait pas tout, l'homme ne sait pas tout, il va de soi qu'il ne puisse pas avoir la toute-puissance. Certes, l'homme a une mission divine, c'est celle de dominer toutes les autres créatures. Mais en pratique, l'homme croit étendre cette domination, cette possessivité sur ses semblables également. Contre toute attente, il se voit bloqué dans certaines de ses démarches de domination. C'est parce qu'il n'est pas tout puissant. Que l'homme soit recherché pendant plus de 9 ans, après avoir commis des actes de terrorisme sur ses semblables, il finira par être capturé. Qui se surnomme tout puissant ou plus fort, il y aura un extrêmement plus fort que lui qui viendra l'éliminer. Aujourd'hui, l'homme chasse brutalement ou procède aux expéditions massives des 120 000 de ses semblables ressortissants, non seulement des États voisins, mais aussi frères, en les pillant, les violant, les léchant, en les tuant. Demain, il finira par subir les conséquences de son nom. L'homme n'est pas puissant. Même en dominant toutes les autres créatures, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, l'homme accuse beaucoup de faiblesses. En effet, l'homme a toujours oublié que l'utilisation abusive de la nature lui est souvent nuisible. D'ailleurs, le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ainsi que l'ICCN, est clair quant à ce lorsqu'il dit, je cite, « Si on ne conserve pas la nature, même l'homme sera une espèce en voie de disparition. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, à cause de l'orgueil de l'homme qui croit détenir la toute-puissance sur la nature, vous et moi subissons aujourd'hui plusieurs catastrophes naturelles. Catastrophes pour lesquelles le remède très approprié et très efficace ne sont pas trouvés. Ensuite, il y a les changements climatiques. Il y a la désertification. Nous assistons à des érosions, à des maladies épidémiques et épisodiques,
Et puisque la liste n'est pas exhaustive, j'en passe. Où est donc la toute-puissance de l'homme, mesdames et messieurs? L'homme n'est pas tout-puissant, l'homme n'est pas un Dieu. Il est néanmoins porteur de quelques réalités divines, logées dans sa conscience et manifestées par ses actes. Personne n'ignore qu'un Dieu est notamment un être qu'on appelle à l'aide, qui vient au secours et qui protège. L'homme est porteur de ces quelques réalités, étant donné qu'il y a des moments où l'homme se soucie de prendre fait des causes pour ses semblables, de prendre en considération l'existence de ses semblables et des autres créatures. L'homme tient à les protéger en mettant en place un certain nombre de mécanismes et d'institutions, entre autres la sécurité collective, le respect de l'intégrité physique et de la dignité de l'homme, la lutte contre les comportements liberticides, l'égalité entre les citoyens, la parité entre l'homme et la femme, la prévention et la protection des droits des personnes. Et même en vue du développement durable, l'homme est parvenu à protéger quelques espèces de faunes et de flore. Pour que vous en soyez convaincus, veuillez visiter notamment le 4e considérant de la CITES tel que amendé en 1979. Je vous ai dit, la Convention sur le commerce international de quelques espèces de faunes et de flore menacées d'extinction. Lisez également l'article 71 de la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 sur la conservation de la nature en République démocratique du Congo. Comme si cela ne suffisait pas, quelques dizaines d'avocats parmi nous, en tout cas, bien qu'ils sachent que, comme disait un confrère de la nationalité israélienne, que c'est Dieu qui paye les avocats, mais il ne les fait pas tous les samedis. Ces confrères plaident devant les instances judiciaires gratuitement pour l'amour de Dieu. Vous voulez que je dise fraudez-le. Tout ceci prouve que l'homme se soucie de son semblable. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président du jury, Monsieur et Madame le membre du jury, puisque nous sommes en plein 21e siècle et en pleine civilisation professionnelle moderne, nous ne pouvons pas passer ici devant vous, devant cet aréopage des avocats, parler des choses de manière théorique. C'est ainsi que mon intervention se veut non seulement théorique mais aussi pratique. Je profite pour vous quelques illustrations à l'image et à l'écrit. Ces illustrations peuvent être considérées comme des preuves, mais pas suffisantes puisqu'on ne peut pas prendre toutes les preuves, sinon on va prendre votre temps en otage. Et si les confrères m'opposent la non-communication des pièces, je leur dirais que nous ne sommes pas dans la matière civile. Nous sommes dans une matière civile sui generis. Je voulais chuter en disant ceci, que l'homme n'est pas un Dieu en ruine, puisque je dis que l'homme n'est pas d'abord un Dieu. L'homme est mortel et sujet aux imperfections. Il est donc inconcevable qu'il soit déclaré perdant d'une qualité qui ne lui est pas naturellement reconnue. À certains égards, quand l'homme entre dans sa petite parcelle divine, il tente à préserver ses semblables et les autres créatures des différents caprices de l'univers dont ils peuvent être victimes. C'est en réalité un avantage, un bonheur pour le monde. J'estime et persiste que l'homme n'est pas un Dieu en ruine, et j'ai quelques illustrations ici que je dépose à l'intention des membres du jury. Je vous remercie. Monsieur, Madame le jury, nous sommes permis au sein de
débauche de ma plaidoirie de pouvoir préciser que ma thématique centrale porte sur l'avocat, porte sur sa robe, exposer ou cacher son humanisme. D'entrée de jeu, l'interrogation semble intéressante mais en même temps décourageante. D'autant plus qu'elle est posée dans un contexte sociétal où les fluctuations conjoncturelles, les fragilités, instabilités, vulnérabilités structurelles rendent l'exercice de cette profession amplement dur. J'allais donc dire foncièrement oui. Il sera donc superflu, dans le cadre limité de cette communication, de pouvoir aborder l'ensemble des questionnements suscités par l'angoisse humaine en rapport avec l'homme avocat, l'exercice de sa profession, ainsi l'humanité qu'un fils du sarreau. Cependant, vous noterez que ma plaidoirie va se vouloir d'opérer un dépassement de la prose, mieux de la broderie littéraire et épistolaire, pour s'inscrire dans une approche factuelle et fonctionnelle des mathématiques. À la différence des autres et à l'instar de moi-même, je prêterai le plan à une méthodologie. Et donc, je nagerai dans l'interdisciplinarité, mais en même temps dans la transdisciplinarité, pour atteindre les objectifs escomptés. Je ferai donc comme Marie-Anne O'Henley, qui estime en droit il n'existe pas qu'une seule méthode. Et si cette méthode existerait, elle risque fort bien de se transformer en un dogme sclérosant à la pensée humaine. Voilà. C'est pourquoi vous noterez tout au long de mon intervention, je serai loin d'être excentrique et légicentrique. Je serai quelque peu axiologique. C'est pour cela, ma démarche sera pratique, praxéologique et anthropocentrique, dans le jour où elle mettra l'homme au centre des gravités. L'homme dont on parle, l'avocat. Ainsi les normes qui structurent l'exercice de sa profession. Cependant, sans explorer comme les autres les différentes tendances lourdes, sans naviguer à vue, je vais devoir prêter des flancs à la négation. Et je le ferai sans atermoiement, finesse et ni précipitation inconsidérée. Je prête les flancs à la négation. Je donne le suffrage à ceux-là qui estiment et considèrent qu'il l'avocat, lorsqu'il met sa robe, ce n'est ni pour exposer, encore moins pour cacher son humanisme. Si d'aventure, l'on peut considérer l'humanisme comme Victor Hugo, dramaturge et humaniste français du XIXe siècle, dans sa brillantissime, idyllique et bucolique œuvre dénommée Les Misérables, où il pense que l'humanisme est un mouvement philosophique qui postule en faveur de la promotion de l'exaltation de l'homme et ses valeurs. Ainsi donc, vu sous cet angle seulement, l'on me trouvera trop posant d'affirmer du haut de cette tribune que l'avocat n'est pas porteur des valeurs humanistes. Loin s'en faut. Ainsi donc, sans pour autant contredire les prémices, je vais devoir affirmer sans embâche que l'avocat d'apparence est le porteur, il est porteur d'humanisme. Mais en réalité, nous qui vivons avec les avocats, qui plaidons, qui comparaissons avec les avocats, et nous qui compétissons avec les avocats, savons autre chose que nous. L'avocat n'a rien d'humanisme. Il est d'ailleurs comparable à une sorte d'épée de Damoclès qui touche des dégoûts. Il peut arriver de fois qu'il soit humaniste dans des situations qui offrent l'humanité comme recette. Mais il est totalement et foncièrement anti-humaniste à chaque fois que ses intérêts légitimes sont mis à la sellette. Et cet état de choses peut se cristalliser de deux manières. Personne ne me dira le contraire dans cette salle. C'est dans ses relations avec ses clients d'une part, et d'autre part, dans ses relations professionnelles avec ses confrères. Monsieur le Président,
honoré membre de la composition, force est de constater, avec amertume, que l'avocat est des fois enclin à exposer son défaut d'humanisme vis-à-vis de son client. Tant que les clients s'engagent avec honneur à exécuter et à honorer ses engagements d'honorer, sans que ces derniers, l'avocat n'aient la peur, disons la torpeur, de voir celui-ci organiser son insolvabilité, l'avocat demeure sur toute la ligne humaniste et humanisable. Et un seul principe structure son action. Les bons comptes sont les bons amis. D'autant plus que l'avocat estime qu'il est loin d'être une caritas. Moins encore une institution philanthropique, il n'est même pas la Croix-Rouge. Lorsqu'il pose ses actes, il taxe et il est payé. Monsieur le juge, il y a des circonstances où l'avocat s'est délié des valeurs humanistes pour adopter une attitude césarienne. À chaque fois que les clients vont en marge de ses intérêts, il cesse d'être son ange de protection et devient son ange de destruction. L'avocat ici, il adopte une attitude teintée d'animosité. Et en ce moment, l'avocat sanctionne comme on ne l'a jamais sanctionné. Monsieur le Président des séances, Monsieur le membre de la composition, il faut dire qu'il est de fois où l'avocat devient le gladiateur de son client. Il est de fois où il cesse d'être le catalyseur de ses intérêts. À chaque fois que les clients se désaxent du paiement des honorés. Que dis-je encore? N'a-t-on jamais entendu qu'il est une race d'avocats qui exige même à ses clients d'aller s'endetter pour payer les honoraires? N'a-t-on jamais appris qu'il est une race d'avocats qui exige à ses clients de pouvoir hypothéquer ou de vendre la seule concession successorale pour qu'il se fasse lui payer sur le prix de la réalisation? Y a-t-il de l'humanisme dedans? Il est de fois que l'avocat, sans intention humaniste, arrive de fois à taxer un pauvre aveugle. J'ai vu des avocats taxer des pauvres handicapés fraîchement expulsés de Brazzaville. Critiquons, analysons, voyons, réfléchissons. Si une telle attitude peuloise, exécrable et blâmable peut-être dénoter en filigrane l'humanisme, loin s'en faut. J'en suis avocat. Je sais pourquoi je l'ai dit. Et je l'affirme et je m'appelle. Parce que je me rends compte une fois, j'ai eu à occuper pour le compte de mon père. Malgré tout ce qu'il a fait pour moi, malgré tout ce qu'il a donné, j'ai fini quand même par le faire payer. Monsieur le Président des séances, si j'ai dit que cette attitude ne dénonce pas l'humanisme, d'aucuns vont affirmer le contraire. Il y en a qui diront que les honoraires sont une chose dure. Il y en a encore qui diront que les honoraires procèdent de la loi. Mais nous disons qu'avoir une telle analyse serait s'enfouter dans un positivisme sclérosé. Et une telle taxation souffrirait de privilèges. Monsieur le Président des séances, Monsieur le membre de la composition, veuillez imaginer, veuillez analyser avec moi que l'avocat est tout sauf humaniste. Et ceci se traduit dans les faits, dans ses relations de verticalité avec ses confrères, qui sont sous sa responsabilité. Et celui qui en pâtit le plus souvent, c'est celui qu'on appelle stagiaire. Les stagiaires qui signifient rien d'autre que situation tragique d'un avocat géré innocemment par un autre avocat inhumain et répréhensible de gauche. Je disais donc, les stagiaires sont soumis au contrôle et à l'autorité, j'allais dire à la caïmentation des
pour ne pas briser certaines sensibilités, n'est pas pris en son sens péjoratif, plutôt que mélioratif. Mais pour raison de clarté sémantique et de précision terminologique, caïman ne veut rien d'autre dire qu'on fait animer d'intentions méchantes à l'égard de l'avocat. Monsieur le Président de Sénat, on aura demandé à proposition. Ce qui nous écœure, ce qui paraît trop d'avantages, c'est la répartition des revenus dans les cabinets d'avocats. L'avocat s'agit, malgré le temps volume de travail qu'il accomplit, est à un traitement humain, cruel et dégradant. Le pouvoir lui permettre d'accroître exponentiellement ses revenus et à pouvoir assouvir ses besoins les plus élémentaires, notamment les vêtements, la locomotion, curieusement même les unités. On le sait bien, un avocat sans unité et sans limité. Et il est même prêt à sabrer sa probité et à compromettre sa personnalité. Donc imaginez un peu la situation dans laquelle se retrouvent les stagiaires. Ce qui se passe est des fois drôle. Je vous fais le marteler avec insistance mais avec amertume. Ce que je note, ce que dans mon cabinet, à chaque fois que les caïmans appelés de bonnes qualifications, patron des stages, culmine, l'avocat stagiaire fulmine. Pendant que les patrons des stages est en train de décoller financièrement, les stagiaires sont en train de caracoler. Et pendant que le patron des stages est en train de catapulter, les stagiaires, lui, il est en train de culbuter. Je me souviens un jour, parce qu'il s'agit de moi, je me souviens un jour, avoir retrouvé 750 000 $ pour le compte d'un client, j'ai souligné la ville de Kinshasa pour me renseigner combien coûtait un véhicule. J'ai demandé déjà à ma fiancée de pouvoir me demander la liste. Mais lorsque j'ai pris rapport, les caïmans m'ont fait une débouche. Aucune rétrocession ne m'a été faite. Et lorsque j'ai tenté en faire réclamation, il m'a tenu à l'épaule. Et il me dit, écoutez, jeune confrère, recherchez d'abord la science. Ce sont des travails qui procurent le bonheur. Et il me dit, il s'y renchérit en disant, cher confrère, renseigne-toi, allez jusqu'au très fond des mers, allez jusqu'aux extrémités de la terre, renseigne-toi dans l'ordre d'arrivée, le bonheur n'a jamais précédé le travail. Si c'était dans le dictionnaire, j'ai cherché à savoir pourquoi le dictionnaire. Il me répondait avec ton bruit, il n'admettait pas des réponses. Il me dit, Jérôme, parce que dans le dictionnaire, c'est seul l'homme mathématique qui compte. Comme si cela ne suffisait pas. Il enfonce davantage et j'en suis plus serré. Il me dit, cher confrère, on ne peut jamais vous apprendre à pêcher. Et vous donnez du poisson en même temps. Soit on vous apprend à pêcher, soit on vous donne du poisson. Alors si vous faites un de vos poissons, dites écoutez, attendez vos fenêtres. Est-ce qu'une telle attitude peut-elle dénoter en filigrane l'humanisme? Nous disons non. Nous disons non parce que nous avons vu les avocats abandonner cette profession. Je vis à cause du défaut d'humanisme un confrère devenu syndicaliste à la fonction publique. Je crois, sans risque d'être contredit par quiconque, je vis des confrères qui, lorsque vous regardez la dimension de sa ceinture et le pointu de ses chaussures, vous vous rendez compte qu'il est en train de porter en lui les signes cliniques de pauvreté. Alors qu'en face de lui, il y a un patron de stage qui, au contraire, présente des signes extérieurs de richesse. Et donc, c'est marrant et c'est le résultat. Oscar Faustin n'a-t-il pas dit que le bien-être ne se fonde ni sous la justice, encore moins sous l'équité, est une escroquerie. Et dans les cas d'espèce, qui est l'escroc? Qui est l'escroqué? Nous nous posons des questions. Monsieur le Président, honorablement donné la proposition, nous nous exigeons ici à la manière du juge Marshall, dans la formation Maraboulu, nous révoltons, nous révolutionnons. C'est anormal, c'est paradoxal
D'autant plus qu'il y a une série de catégories d'avocats en voie de disparition. Qui a dit que cette profession était du darwinisme social? Qui a dit que cette profession était de la sélection naturelle? Ainsi donc, je me demande deux fois pourquoi être venu. Mais je me dis que ça finira par payer. Par la persévérance assagée. Je ne tiens pas compte de la faible rémunération qui peut être faite aujourd'hui. Au Binié, les salaires, c'est la mort. C'est bien éloigné en propos. Il y a un célèbre avocat à Kinshasa, qui ne cessait de dire que le forfait a guidé, c'est la persévérance assagée. Je persévère. Oui, je sais, un jour ça réussira. Sans humanisme, avec humanisme, ça réussira. Je me battrai, je donnerai le meilleur de moi-même. Je serai un exemple d'une génération révolutionnaire. Je me battrai. Oui, je sais, en fin de compte, je me plastronnerai, je me bomberai comme ça. Je dirai à la suite de Zarathustra que c'est le plus haut montagne. Celui-là, il s'est mis de toutes les tragédies. Jouer pour elle, disait le professeur Palouba Kibo dans sa thèse doctorale. Un jour, je serai un matériel didactique. Un jour, je ferai la pédagogie. Un jour, je réussirai. Mais si il y a des confrères dans la salle qui estiment le contraire, ils peuvent devoir la partie pour m'apporter la thèse contraire. Je dois chuter là et laisser la parole à la composition pour pouvoir apprécier à juste valeur. C'est ici que vous, avec nous, allons évaluer si vraiment les membres de la composition qui sont aussi avocats de la composition sont humanistes ou le sont. J'aurais estimé confrères, messieurs les bâtonniers, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les jurys. Comprenez ce silence quand je vous vois tous emballés. Je pose certainement la question. Que vais-je dire? Que vais-je dire? Parce qu'en fait là, puisque nous allons assister, c'est pas à votre condamnation à une peine capitale. Et moi, je fais le devoir de dire que vous êtes humaniste. Vous. D'entrée de jeu, je commence par vous annoncer ma couleur parce que je l'estime et je l'ai toujours pensé. Si aujourd'hui, j'ai porté cet habit qui est la robe noire, comme l'intitule les termes que je me fais le devoir d'exploiter, l'avocat porte la robe pour cacher et exposer son humanisme. Dès mon jeune enfance, j'ai admiré les avocats. Je vous ai aimé et je continue à vous aimer pour les raisons que je vais vous présenter. J'étais inquiet de voir mon estimé confrère qui m'a précédé, de vous prouver. Et je me posais la question, comment dois-je défendre les défenseurs? Puisque c'est de vous qu'il s'agit, vous les avocats. En fait, la première question est celle de savoir qui est avocat. Avocat, c'est un métier aussi vieux que l'actualité, mais pourtant méconnu du grand public. D'où est venue cette expression? D'où est venu ces concepts? Faisons un peu d'histoire. C'est dans l'an 802, au Moyen-Âge, bien entendu, lorsqu'un capillaire de Charlemagne mentionne pour la première fois dans ses écrits le mot avocat. Et ces mots voulaient tout simplement dire
la personne qui porte la voix de l'autre. Avocat, dit latin, avocatus, qui signifie par la voix de. Quelle est votre mission de chaque jour? Quel est votre travail? Votre serment que je rappelle. Vous avez prêté serment de défendre en toute humanité, puisqu'il s'agit de servir l'humain. Je vais, comme je l'ai dit tout à l'heure, expliquer sommairement ces concepts avocats aussi vieux que l'actualité même est connue par les grands publics. Qui est avocat? Ou avocat? Oui. Comme je l'ai dit, son origine, aussi, ces mots ou ces vocables latins a donné naissance au mot anglais advocacy, qui signifie plaidoyer. Par ailleurs, l'avocat est considéré au terme de l'ordonnance du droit numéro 79 par 028 du 28 septembre 1979 comme un auxiliaire de justice chargé d'assister ou de représenter les clients, de postuler, de conclure et de plaider devant les juridictions. Il peut se faire citer, il peut conseiller, il peut concilier les parties, rédiger les actes sociaux privés. Quelle est la mission d'un avocat? Mais ici, il est noté cependant que cet avocat, dans l'exercice de sa fonction et sa noble fonction de dire, porte un habit qui les différencie des autres. Il s'agit de cette robe, cette jolie robe noire que je fais le devoir d'expliquer en quelques lignes sa signification. Que représente cet habit, ces costumes de profession qu'un avocat porte, que vous portez, que moi j'ai commencé à vous aimer dès mon enfance? Qui représente cet habit? Cette robe noire avec un rabat blanc, avec ses fourrures, dans certains pays, avec un col blanc, veut simplement signifier ou symboliser la neutralité de cet homme qui est l'avocat. Lui qui porte la voix des autres, les souffrances régulières des autres. C'est de cet avocat que je me fais le devoir de défendre, lui qui aujourd'hui est pris en partie. Mais c'est l'avocat, il s'agit de vous. Dois-je rappeler encore que ce ministère, avec autant d'exigences, je voulais citer sa déontologie, l'astreint à une certaine conduite, à une certaine considération. C'est cet avocat que moi je qualifie humaniste. Vous, messieurs les avocats, vous êtes humaniste. Chers honorés confrères, vous êtes humaniste. Pourquoi je l'ai dit? Il me sera alors demandé de définir, selon mon entendement, qu'est-ce que le mot qu'on appelle ou qu'on peut comprendre comme humanisme. Oui, c'est l'humanisme. Un peu d'histoire. Il est apparu au seconde moitié du 19e siècle. C'est concerne qui s'intitule l'humanisme, qui veut tout simplement dire une philosophie, un pouvoir d'idées, des pensées qui place l'homme au centre de l'humanité, au centre de la gravité, qui défend, qui soutient les valeurs humaines. Ces concepts veulent tout simplement dire qu'un avocat, c'est celui qui porte aux yeux de l'humanité les valeurs profondes, fondamentales et humaines. Ni ignore en effet le rôle d'un avocat. L'avocat ici doit être compris comme un éclaireur. C'est un parapluie en définitive.
L'avocat ici doit être compris comme un refuge. C'est lui le défenseur et la veille de l'orphelin. C'est lui qui incarne l'espoir et l'espérance. C'est cet avocat qui crée de l'espérance là où il n'y en a pas. Quand cette femme s'en remet à lui, car la famille de son mari l'a exproprié avec ses pauvres petits, ne sachant où aller, cette veuve ne l'écoute qu'à vous, l'avocat. Vous, et c'est vous qui incarnez son espoir pour le rétablir dans ses voies. Et comment vous le faites? C'est avec votre technicité de droit, vous qui êtes appelé praticien de ces sciences, de ces disciplines. Vous disposez donc de cette arme si puissante qui est la loi pour remettre cette veuve ou ces orphelins dans leurs droits. En fait, ici il est noté que l'avocat n'est pas une tour d'ivoire. Vous n'êtes pas une tour d'ivoire, il ne prétend pas cela. Vous êtes des humains, oui, imparfaits, oui, mais vous êtes humaniste. Pourquoi vous êtes humaniste? Parce que vous avez les mains dans les mains. Dans votre profession, dans l'exercice de votre profession, vous travaillez pour la promotion de l'humain. À travers votre profession, à travers votre activité conflictuelle, vous, avocats, vous mettez la société en interrogation permanente à propos d'elle-même. Vous relevez ses points de fatigue, ses malaises et ses apories. Vous, avocats. En effet, vous, mais c'est l'avocat, vous êtes la voix de sa voix. Vous occupez tantôt pour la victime ou pour les bourreaux, alors que généralement la société a tendance à considérer et à entendre la voix de la justice par ses penchants aussi naïfs qui est les sons de cloche de la victime. Mais vous, avocat, au contraire, vous présentez ces bourreaux comme étant une victime de cette même société. N'est-ce pas paradoxal? Oui, c'est immobilier, vous voulez dire, combien de temps de votre humanisme, témoigne de votre foi en l'humain. Vous croyez en l'homme, vous croyez en ses valeurs fondamentales. Vous, messieurs l'avocat, vous croyez, par cette croyance se traduit en mettant l'homme au centre de tout, au centre de l'humain dans ses activités. Messieurs l'avocat, vous travaillez pour la promotion et l'épanouissement de cet homme. Car ne dit-on pas qu'on ne juge pas les personnes, on ne juge pas les faits, plutôt les personnes. Lorsque vous portez ces causes devant les nombreuses juridictions, vous ne présentez pas les faits tels qu'ils sont, parce qu'ils sont commis par des hommes, mais vous n'y insistez pas qu'il s'agit d'un homme. Vous présentez en fait dans la société ce qu'est l'homme, un humain, imparfait qu'il soit. Ces valeurs humaines vantées se mettent en musique dans votre, je voulais dire, dans votre scénario le plus préféré de tous les avocats adorent, qui est la plaidoirie. La plaidoirie que tous vous qualifiez d'un combat. Pourquoi vous la faites un combat? Parce que là, vous allez au-delà de l'engagement humain. Vous la faites combat, quel que soit l'enjeu. Car il s'agit d'acquitter un innocent, d'obtenir quelques années de condamnation de prison en moins, ou alors il s'agit de restaurer une dignité bafouée, ou même de réparer une blessure, voire d'aider certains à faire leur bien. C'est ça votre travail. Et au-delà de ça, vous sculptez votre propre statut. Les biens de famille s'interrogent l'avocat, car les mots des hommes en touche.
Combien vous ne supportez pas les coups de l'ironie de ces mêmes emails qui est votre client? Combien vous n'entendez pas souvent de cette ironie cruelle de votre adversaire au regard désespéré de cet homme que vous n'avez pas réussi à sauver de la GN entendez comme prison? Plaider, c'est aussi des femmes qui causent autant qu'un humain. Je me fais l'illustration de l'abolition de la peine de mort en 1981. C'était par un avocat qui a défendu une cause, qui a défendu la cruauté. Ne voulant pas répondre du mal par le mal, il a réussi à défendre une valeur aujourd'hui célébrée du point de vue humain. C'est votre travail. Quand vous disséquez les passions, c'est les faits. Honte, non-dit, humiliation, rêve d'insoumis, jalousie morbide. Vous, avocats, vous ressemblez à une sorte de grand prêtre qui plonge le cœur de l'humain pour extirper tous ces mal profonds. Vous travaillez tous ces valeurs, vous, avocats, dans ce rythme que moi, je me fais les devoirs de vous hériter et de ces valeurs. Ici, vous, avocats, avec votre simple mot, vous croyez tellement à la force, à la seule force même de ces mots pour libérer un innocent qui pourtant, sans votre assistance, serait condamné à l'année d'emprisonnement. Vous, avocat, vous êtes humaniste. Après cela, doutez-vous encore de votre humanisme, cher avocat. Puisqu'il s'agit de vous, je renvoie à votre conscience de ce que vous avez eu à faire jusque-là comme métier. Qui a-t-il autant d'admiration? N'êtes-vous pas humaniste pour tout ce que vous avez réalisé? En votre absence, imaginez la société qu'elle serait devenue. Notre société, sans vous, auxiliaire de la justice, pourquoi on vous l'appelle? Puisque là, vous travaillez effectivement à promouvoir ces valeurs humaines. Votre serment est dit. Vous travaillez en toute unité et vous travaillez aussi en toute humanité. Unité de par votre esprit et unité de par vos actes. Vous militez pour la promotion des valeurs humaines. Vous militez pour l'homme. Afin, aussi longtemps que mon esprit peut fouiller dans le temps, l'avocat et cet homme, ou cette femme qui affirme sa foi perpétuelle à l'homme, sa foi en l'être humain, qui met au centre de ses préoccupations et dont il recherche le total épanouissement. Quelle conclusion, puisqu'il s'agit de vous, avocat, ni ne peut nier votre erreur. Vous jouez un rôle tellement prépondérant dans la société qu'on peut se passer de vous. En début du difficile équilibre à réaliser entre les tribulations pour la survie quotidienne et vos exigences de la déontologie, vous vous battez continuellement à demeurer oreille attentive aux doutes, aux douleurs et aux espoirs de vos concitoyens qui espèrent en vous. Vous, avocat, vous êtes humaniste. Je vais chuter en faisant bien les propos de ces savants brillants orateurs. Cicéron, les patrons des avocats. Il dit ceci, je cite. Bien penser et bien dire vont l'un avec l'autre, à défaut de quoi il se dit de sens. C'est tiré dans les Républiques, premier chapitre, paragraphe 28. C'est ça, cette conviction, la conviction profonde d'un avocat. Je parle d'un idéal d'un avocat, au-delà de toute considération personnelle. C'est cet idéal
que vous aspirez, que moi j'aspire. C'est vous, avocat. Vous travaillez au service de l'homme. Et ça, nous, cette conviction de Cicéron est enrichie par l'idée que la défense des droits de chacun est la meilleure chose qui soit. Et cette certitude se consolide par l'idée sur laquelle aux yeux de l'homme, il y a plus de valeur qu'un être humain. C'est tiré à part de livre de Cicéron, de Oufiki, premier paragraphe, chapitre 28. De ce fait, la plaidoirie constitue le seul chemin qui conduit à l'humanisme. Quel est votre âme que vous soyez servi? Humanisme, humanitas, il latin, comme corps de pensée, ligne de conduite par laquelle l'homme mérite d'être placé au socle de la société. L'homme qui doit assumer sa place, son rôle. Vous avez cette vocation, c'est de défendre cet homme. Pour clore, j'ai conclu encore comme Cicéron la proie qui a poéta. Romain, aujourd'hui je le présente, où je remplace par avocat, cher, honoré, estimé confrère. Ce que j'ai, selon la coutume, dit simplement et un peu de mots sur le fond de la cause. Aura, j'espère, soit votre approbation unanime, soit votre désavouement. Mais j'opte pour le premier choix parce qu'il s'agit de vous. Ainsi, je rappelle que je m'attends à vos approbations pour la simple raison que, quoi qu'étranger, soit au ton du barreau, soit au forme judiciaire, le loge que j'ai fait, c'est un homme, un avocat en particulier, d'un corps en général, de ce corps qui incarne l'idée de la justice et la vérité. Vous qui portez cette vérité. Et aussi, les présidents et les membres du jury, j'ose croire que vous, comme moi, voyons en l'homme et au travail que l'avocat abat dans sa version humaniste. Vous êtes humaniste, cher avocat, cher